Salut, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Vous venez de terminer votre formation. Vous avez pu monter un projet de business et la banque entend vous accompagner, mais a exigé que vous puissiez amener une personne qui puisse jouer le rôle de caution de l'engagement à prendre avant de vous accorder le crédit. Or, justement, vous avez un oncle ou un grand cousin au village ou quelque part qui est agriculteur ou cotonculteur qui peut bien jouer ce rôle, mais malheureusement, il ne sait ni lire, ni écrire, ou parfois même, il est handicapé, complet ou paralysé. Alors, plus de soucis pour vous, normalement, puisque même si la loi exige que dorénavant le contrat de cautionnement soit écrit, puisqu'il ne se présume pas. En effet, l'article 14 de l'acte uniforme portant droit des sûretés de l'OHADA dispose le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l'obligation garantie, il se prouve par un acte comportant la signature de la caution et du créancier, ainsi que la mention écrite de la main de la caution ou en toutes lettres et en chiffres de la somme maximale garantie couvrant le principal et les intérêts et autres accessoires. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres. La caution qui ne sait ou ne peut écrire doit se faire assister de 2 témoins qui certifient dans l'acte de cautionnement son identité et sa présence et attestent en outre que la nature et les effets de l'acte lui ont été précisés. La présence des témoins certificateurs dispense la caution de l'accomplissement des formalités prévues à l'alinéa précédent. Donc, par cette disposition, le législateur communautaire vous permet, n'est-ce pas, d'amener votre oncle ou votre grand cousin, même handicapé, analphabète, illettré, de venir en tant que caution. Mais à des conditions. D'abord, il faut d'abord préciser quel type de caution le législateur entend accepter dans ce sens et quelles sont les obligations et les exigences pour qu'une telle caution ou un tel cautionnement soit valable. Par cette disposition, le législateur OHADA envisage 2 types de caution. La caution illettrée d'une part et la caution infime d'autre part. La caution illettrée, on sait que est illettré celui qui ne sait ni lire ni écrire, d'après, n'est-ce pas, les critères de l'UNESCO. Donc, ici, il s'agit de la caution qui est quasiment dans l'impossibilité de savoir ce à quoi elle s'engage, puisqu'elle ne peut pas appréhender le contenu du contrat. Il va de soi qu'elle doit être identifiée telle qu'elle afin d'être bien assistée. C'est vrai que le législateur communautaire n'a pas prévu un régime, n'est-ce pas, n'a pas encadré un régime de l'administration de cette preuve de l'illettrisme de la caution. Le juge français, n'est-ce pas, a adopté une position disant qu'on peut prouver par tous les moyens, mais le juge OHADA n'est pas encore ou n'a pas franchi ce seuil-là. Alors, la question qui vient à l'esprit, c'est quel doit être le degré d'illettrisme pour qu'on puisse prendre en compte, n'est-ce pas, ces handicaps. Pour faire simple, il suffit que la personne ne sache écrire pour se prévaloir de l'article 14 de l'acte uniforme portant droit des sûretés. Donc, il n'y a pas de condition outre mesure. Mais le cas ou l'hypothèse que l'on peut envisager
dans ce cas, dans ce sens, et qui va un peu appeler une certaine interprétation, c'est que la caution, quoique illettrée, fasse semblant de lire et s'engage malgré tout comme caution en signant l'acte, sachant qu'il ne sait pas lire. En d'autres termes, la caution illettrée peut-elle exercer un droit de renonciation à l'information par là en demandant plus d'informations? Admettre une telle éventualité, c'est reconnaître le cautionnement non éclairé, puisque en tant qu'illettré, il n'aurait pas donné son consentement en connaissance de cause parce que n'ayant pas pu avoir toutes les informations nécessaires à cause de son handicap d'illettrisme. Dans une telle hypothèse, la caution elle-même, dans une telle hypothèse, peut voir sa responsabilité engagée par la partie qui serait victime du dommage qui résulterait de l'annulation de l'acte. La deuxième catégorie de caution prévue par l'acte uniforme est la caution infirme, puisque l'article 14 précisant que lorsque la caution ne peut écrire, ne sait lire ou ne peut écrire. Donc, c'est l'hypothèse où le législateur communautaire, n'est-ce pas, envisage la caution qui ne peut écrire. C'est la caution qui est frappée, de façon simple, hein, c'est la caution qui est frappée d'handicap, notamment la perte de la vue, bras amputés, paralysie complet, provisoire ou définitif. Mais on peut toujours voir d'autres hypothèses. Par exemple, la caution qui peut lire, mais qui ne peut pas écrire. Donc, ce sont des sous-catégories que l'on peut voir dans ce sens. Mais la juriste, au cas par cas, va voir ce qu'il en est. S'il peut lire, mais ne sait pas écrire, donc ne peut pas apposer sa signature sur l'acte avec la mention manuscrite, il va falloir toujours se reporter à la solution prévue par le législateur dans la disposition, dans l'alinéa suivant. À l'alinéa 2 de l'article 14 de l'acte uniforme portant droit des sûretés, le législateur communautaire prévoit que lorsque la caution ne sait ou ne peut écrire, qu'elle doit être assistée de 2 témoins certificateurs. C'est une obligation, donc pour la caution illettrée ou infime, de faire appel à ces 2 certificateurs. Comment une telle caution pourra se résoudre à l'évidence de cette démarche, surtout qu'elle est illettrée, elle ne sait ni lire écrire, elle est analphabète d'ailleurs. À cette étape, il appartiendra au débiteur qui lui fait appel de pouvoir lui expliquer qu'elle sera assistée de 2 personnes, de 2 témoins qui vont attester, n'est-ce pas, qui vont lui expliquer l'acte et attester de la réalité de l'acte afin de lui faire jouer, son droit, fait bien jouer son... Certainement, bien évidemment, le débiteur principal aura un rôle important à jouer à ce niveau, celui d'informer la caution qu'elle peut se faire, n'est-ce pas, assistée de 2 témoins certificateurs. Alors, qu'est-ce que les 2 témoins vont faire? Alors, quel est le rôle des témoins certificateurs? Le législateur exige que les témoins certificateurs insistent sur 3 points essentiels. D'abord, ils doivent certifier de l'identité de la caution. Autrement dit, la précision dans l'acte de cautionnement du nom ou de tout attribut permettant d'identifier la caution, illettrée ou infirme, bien sûr. Avec la précision peut-être de l'illettrisme et de l'infirmité, si possible. Surtout de l'infirmité. Deuxième point, les témoins certificateurs doivent certifier
de la présence de la caution illettrée ou infirme. C'est-à-dire qu'ils doivent forcément notifier ou attester que la caution était effectivement présente, bien identifiée et présente, et a pu recevoir toutes les informations nécessaires pouvant conduire à l'expression de sa volonté, son consentement. Troisième point, les témoins certificateurs doivent attester de la nature et de l'effet de l'acte. On n'entend pas nature de l'acte, bien évidemment, c'est la nature juridique. Il s'agit de cautionnement. Préciser qu'il s'agit d'un engagement de cautionnement et pas autre sûreté ou autre garantie pour ne pas semer de confusion ou lorsque la caution ou la personne de la caution serait appelée d'alléguer ou d'arguer, n'est-ce pas, d'un autre engagement qui aurait été pris. Donc, il s'agit de préciser la nature juridique de cautionnement de l'engagement. Et les effets de l'acte, là, c'est beaucoup plus le contenu de l'engagement, c'est-à-dire quelle est la portée, l'étendue de l'engagement pris en tant que caution, quel est le montant effectivement pour lequel il s'est engagé, quelle est la nature de la caution en tant que caution solidaire ou caution simple. Donc, voilà les 3 points qui doivent focaliser l'attention et qui constituent des exigences pour le législateur, des exigences pour les témoins certificateurs à l'occasion de leur intervention. Ce tour d'horizon, n'est-ce pas, sur cet aspect ou cette disposition de l'article 14 de l'acte uniforme portant droit des sûretés de l'OHADA nous permet de vous donner de vous confirmer d'ailleurs la liberté que vous avez d'apporter toute personne, votre oncle, votre grand cousin qui est au village, mais qui a les moyens et qui veut vous aider à être caution auprès de la banque pour l'engagement que vous voulez prendre afin d'obtenir le crédit ou le soutien financier de votre banque pour la réalisation de vos rêves, de vos projets. Nous avions souligné dans la précédente vidéo que lorsque l'on cautionne, généralement, ce n'est pas pour être appelé à remplacer ou à exécuter l'obligation du débiteur principal. C'est évidemment pour un accompagnement peut-être psychologique, mais il peut arriver que le dénouement envisagé ou espéré du cautionnement ne soit pas la plus heureuse. Car lorsque la caution est appelée, des difficultés vont surgir et parfois des contentieux. Nous allons envisager dans une prochaine vidéo comment le cautionnement prend fin et quelles sont les précautions à prendre pour pouvoir mieux terminer, n'est-ce pas, l'engagement ou finir avec l'engagement qui a été pris au profit de l'ami ou, n'est-ce pas, de l'entreprise, de la société cautionnée. Merci bien et à la prochaine.